J'ai grandi dans un petit village catholique de l'Ontario français. J'ai fait ma première communion, j'ai été confirmée, j'allais à l'église le dimanche, j'ai suivi la cérémonie sans fin du vendredi saint, j'ai fait des lectures de l'Évangile devant la congrégation, j'ai servi la messe, j'ai chanté, j'ai prié, j'ai tout essayé pour arriver à croire en Dieu, mais ça n'a pas marché. On disait que Dieu était partout, qu'il savait tout, qu'il voyait tout, qu'il entendait tout. Je le cherchais, je ne le trouvais pas. J'étais petite et j'avais compris qu'il fallait que je fasse moi aussi comme si c'était vrai, parce que c'était le seul moyen d'être comme les autres, de faire partie. Et donc j'y croyais. Je faisais comme si je croyais en la présence invisible de ce Dieu, celui de tous ces gens avec qui je vivais, leur Dieu qui de partout et de nulle part me surveillait. Un Dieu panoptique que j'ai fini par installer à l'intérieur de moi, comme une tour d'où un regard tout-puissant suivait chacun de mes gestes. Un regard que je ne croiserais jamais. Je ne comprenais pas comment on pouvait croire en la présence d'un être qu'on ne voyait pas. Je ne comprenais pas, mais je m'y attendais. C'était la loi. Il le fallait et j'ai repentéré, jusqu'à ce que le temps passe et que l'adolescence finisse par trancher, à coup de discussions sur l'égalité des sexes et le libre accès à l'avortement. Non, ingouvernable, je n'arriverai jamais à croire en l'existence de Dieu. Mais sa quête m'aura fait comprendre peut-être un peu ce qu'on entend par gouvernement. Depuis des mois, comme si mon obsession pour le Dieu de mon enfance était revenue sous une autre forme, je tourne autour de ce qui ne se voit pas, de ce qui a été banalisé, comme on le dit des voitures de police, de ce qui domine, contrôle, soumet, dirige, tout en passant incognito. C'est cette omniprésence du pouvoir qui m'intéresse et qui est ainsi, comme l'explique Michel Foucault dans La volonté de savoir, non parce que le pouvoir serait tout englobant, mais parce qu'il a lieu partout, tout le temps, dans toute relation, d'un point à un autre. Le pouvoir n'est pas une chose qu'on a ou qu'on perd. Il s'exerce dans le jeu de relations inégalitaires et mobiles. Les relations de pouvoir ne constituent pas une superstructure. Il n'y a pas au départ un grand clivage social, mais des rapports de force multiples qui en viennent à cliver à grands traits la société. Enfin, et c'est la leçon d'espoir que Foucault ne lâche jamais, si les relations de pouvoir sont à la fois intentionnelles et non subjectives, là où il y a pouvoir, il y a nécessairement résistance. Des résistances qui ne sont pas extérieures au pouvoir, mais qui en sont le vis-à-vis, mobile et transitoire. Dans ma tête d'enfant, le visage invisible de Dieu incarnait le pouvoir, tout le pouvoir, et résister était une chose inimaginable. Il n'était pas question de résistance avec Dieu. Dieu était un monstre, et quand on ne respectait pas sa loi, on était coupable de péché. Je retrouve quelque chose de tout ça dans ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Pour prévenir un jugement de culpabilité à l'endroit de Gian Gomesci, on disqualifie ses victimes présumées. Ou bien elles ont mauvaise mémoire, ou bien elles manquent, ou bien elles l'ont cherché. Au mieux, elles sont coupables d'avoir mal interprété ce qui leur est arrivé. Au pire, elles en sont responsables. Mais dans tous les cas, la caméra se tourne vers elles. Au lieu de lui, c'est d'elle qu'on parle, dans une inversion perverse du procès. D'un côté, un Gomesci qui en vient à disparaître, dont on ne parle plus, et dont l'image même se trouve en quelque sorte neutralisée, j'ai envie de dire par le couple qu'il forme avec son avocate, cette représentante de la loi, leur ressemblance évoquant une certaine gémellité. D'autre part, les médias, s'intéressant bien plus aux femmes qui ont dénoncé qu'à celui qui est accusé, les victimes, elles, sont surreprésentées. Le juge les accusant au final, dans le texte de son jugement, d'avoir comploté. Tout un système, donc, qui participe au blanchissement de l'accusé contre le noircissement des victimes. On parle de l'invisibilisation de celles et de ceux qui ne sont pas mâles, blancs, hétérosexuels, issus de la classe moyenne. On dénonce non seulement l'absence de diversité politique et culturelle, mais un processus systématique d'exclusion à toutes sortes de niveaux. Qu'on pense à décider entre hommes et à toutes ces photos qu'on a vues circuler, du type avant-après, où lorsqu'on retire les hommes, il ne reste qu'une ou deux femmes parfaitement isolées. Qu'on pense au racisme hollywoodien que Chris Rock a décrit dans son discours d'ouverture de la cérémonie des Oscars, comme ce racisme ordinaire avec lequel on vit sans vraiment s'en rendre compte.
Si la vigilance féministe intersectionnelle participe d'une lecture du monde comme lieu de multiples formes d'effacement des plus douces aux plus meurtrières, cette vigilance peut aussi faire apparaître ceux qu'on ne voit pas parce qu'ils sont au centre. Ceux sur qui le regard ne s'attarde pas, même s'ils portent tous le même tuxedo, pendant que les femmes en extravagantes robes de soirée sont scrutées et évaluées impitoyablement. Ceux qui regardent avec moquerie et dédain la designer Jenny Bacon, quand vêtue de pantalons larges et d'un perfecto en faux cuir au lieu de l'habituelle robe de princesse, va chercher son Oscar. Le spectacle des Oscars illustre comment l'inégalité entre les sexes repose entre autres sur des effets d'apparition et de disparition. Les femmes enrobées d'étoffes et de couleurs voyantes apparaissent, mais sont néanmoins exclues, minorisées. Les hommes blancs, arborant tous plus ou moins le même uniforme, n'apparaissent pas, mais sont parfaitement inclus. Cette uniformisation est l'allégorie de la domination masculine. Si la domination masculine correspond à un ensemble de rapports de force qui parviennent à cliver le social en deux grandes catégories d'humains, dont une moitié est plus humaine que l'autre, le féminisme, et on pourrait avancer que le féminisme est essentiellement ou nécessairement ingouvernable, a à voir avec une résistance contre ce qui ne se voit pas parfaitement, mais qui se sent, qui se sait et dont on subit les effets. Le masculin est à la manière de cette peau qu'on dit blanche, non pas pour qu'elle soit considérée comme racisée, mais pour qu'elle ne soit pas vue, et qu'on n'ait pas, en tant que blanc, à la voir. Le masculin est banalisé, il est drapé d'invisibilité. À la manière d'un viol commis sous GHB, la mémoire de la victime effacée, tout comme les traces de la drogue elle-même, le masculin agit sans qu'on en soit toujours conscient ou qu'on puisse l'identifier. D'ailleurs, on refuse de l'identifier. D'où l'importance de ne pas user de la voix passive pour effacer la subjectivité de l'agresseur, comme l'explique Jackson Katz quand on parle de violence envers les femmes. Ne pas dire que les femmes sont battues, dire qu'elles sont battues par des hommes. Ne pas dire que les femmes sont victimes d'agressions sexuelles, dire qu'elles sont agressées sexuellement par des hommes. Je vous ai dit qu'il y aurait un long détour. Est-ce que cette passivité, cette forme passive, explique la prédominance, dans notre univers télévisuel et cinématographique, d'enquêtes qui visent parfois à trouver, mais souvent à retrouver, un homme responsable d'un crime sexuel? Parfois, le criminel n'est pas connu. L'intrigue vise à résoudre l'énigme. Mais souvent, on sait d'emblée qui il est, et l'intrigue montre comment on arrive à mettre la main dessus pour pouvoir l'accuser et prouver sa culpabilité. Ce qui m'intéresse, c'est l'opposition entre la visibilité des femmes violées ou assassinées, dont les corps sont sans cesse montrés, les crimes racontés dans le moindre détail, et l'invisibilité du criminel. Ce qui m'intéresse, c'est l'invisibilisation des hommes et l'extrême figuration des femmes, la transparence du masculin et le technicolore féminin, la disparition des unes qui fonctionne comme une monstration et l'ultra-représentativité des autres qui a pour effet leur invisibilisation. C'est à partir de ça que je veux penser Jessica Jones et son héroïne, son ingouvernable super-héroïne. Je veux parler aujourd'hui du lien entre la femme ingouvernable et ce Dieu invisible, omniscient, omnipotent, qu'est le gouvernement, incarné par le vis-à-vis de Jessica Jones, Kilgrave. Kilgrave qui dit « How do people live like this? Day after day, hoping people will do what you want. It's unbearable. » Et comme si le personnage de Trish, cette sœur adoptive et meilleure amie de Jessica Jones, lui répondait « Men and power, it's seriously a disease. » Ingouvernable, qu'on ne peut gouverner, diriger, piloter. On le dit d'une machine, d'un peuple, d'un individu. Mais parler d'ingouvernable laisse entendre qu'il y a donc gouvernement. Un gouvernement qui n'y arrive plus, qui fait défaut. Une gouvernementalité échouée, ou quelqu'un qui est considéré ingouvernable parce qu'elle résiste à la gouvernementalité ou parce qu'elle la met en échec. Parce que le gouvernement n'arrive pas à la brider. Est ingouvernable celle que le gouvernement n'arrive pas à gouverner. Dans son cours sur la gouvernementalité, Michel Foucault, relisant Le Prince de Machiavel, réfléchit au problème du gouvernement. Il s'arrête à tous ces traités écrits entre le XVIe et la fin du XVIIIe siècle, qui s'intéressent au gouvernement de soi-même,
à celui des enfants, à celui des États par les princes. Comment se gouverner? Comment être gouverné? Comment faire pour être le meilleur gouverneur possible? Voilà les questions qui se posent au moment où on passe des grandes féodalités aux États territoriaux, administratifs, coloniaux. Au moment où on remet en question le gouvernement spirituel. Mon Dieu, finalement. Gouverner, dans les mots de Foucault, aurait à voir avec la gestion des individus, des biens, des richesses, et avec le fait de le faire comme il faut. Comment introduire ce type de rapport du père de famille à sa famille à l'intérieur de la gestion d'un État? C'est là la question de la gouvernementalité. Et le père de famille sera le premier modèle de la gouvernementalité. Un modèle qui va disparaître avec la fin du XVIIIe siècle, quand l'étude des populations va faire de la famille non plus le modèle de la gouvernementalité, mais son vecteur, son relais. On en passe par la famille pour exercer la gouvernementalité. La famille en vient à faire partie des dispositifs de sécurité qui produisent la gouvernementalisation, et dont le plus important est sans doute la police. Dans ce contexte, voir le personnage de Jessica Jones comme une figure de l'ingouvernable, c'est la voir comme un personnage qui échappe aux dispositifs qui produisent la gouvernementalité. Comme une femme qui se tient en face du gouvernement, qui veut la soumettre, la domestiquer, la désubjectiver, la rendre folle, en face d'une gouvernementalité incarnée par l'anti-héros manipulateur, pervers, violeur et assassin qu'est Kilgrave. On a dit de Jessica Jones que c'était une leçon en ce qui a trait au consentement et à l'agression sexuelle et à notre façon d'en parler. La télésérie installe une conversation à laquelle, si on accepte de visionner tous les épisodes, on ne peut échapper. Qu'est-ce que le viol? Qu'est-ce que ça veut dire d'être violé? Qu'est-ce que le consentement? Comment peut-on refuser de l'obtenir? Comment peut-il être délibérément annulé? Comment vivent les survivantes d'agressions sexuelles? Et qu'est-ce qui motive ceux qui les ont agressées? Contrairement à Game of Thrones, Mad Men, Scandal ou Downton Abbey, où une scène d'agression sexuelle passée ou présente est inscrite furtivement dans l'intrigue, Jessica Jones fait du viol, littéral et figuré, le motif principal de la série. On y trouve une dimension presque pédagogique, manifeste dans les dialogues entre Kilgrave et Jessica Jones, quand il fait mine de ne pas comprendre en quoi il est un violeur et qu'elle le lui explique. Donc, je vous rappelle la fin de cet extrait. You blame bad parenting, my parents died, you don't see me raping anyone. La question des parents est centrale dans la télésérie. Le crime qui ouvre la série est celui du personnage de Hope, amené par Kilgrave à assassiner ses propres parents. Et c'est celle que Jessica Jones n'a pas réussi à sauver et dont elle s'engage tout le long de la série à prouver la non-culpabilité. Et tout au long, la famille sous-tend l'action. La mère de Trish, agente d'artiste que Jessica Jones décrit comme la proxénète de sa fille, la disparition des parents de Jessica Jones, un accident dont elle se sent responsable, le meurtre de ses parents par Kilgrave lui-même, il les incite évidemment à se tuer eux-mêmes, la mort du voisin de Jessica Jones qui vivait avec sa sœur jumelle, ainsi de suite. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment Kilgrave, dans sa tentative de séduction de Jessica Jones, en passe lui-même par les dispositifs que sont le couple hétérosexuel, la maison familiale, les souvenirs d'enfance, pour la soumettre, lui retirer sa subjectivité, pour tenter de la gouverner. Mais si Jessica Jones demeure ingouvernable, c'est qu'elle n'est pas domesticable. Au fil des épisodes, son appartement se désintègre. Les fenêtres, les portes, les murs, la cuisine est vide. La seule chose qu'elle ingère, c'est de l'alcool. Elle dort en plein jour et tout habillée. Elle résiste au rapport amoureux, couche avec l'unbreakable Luke, qui, comme tous les hommes auxquels elle s'associe, n'est pas blanc. Contrairement au personnage de Simpson, le policier blanc soumis à Kilgrave, lui qui raconte avoir mis le feu à la maison de Barbie quand il était enfant et qui devient au bout de compte une machine de mort. Jessica Jones ne change jamais de look, elle porte un uniforme de jeans, t-shirt, bottes et perfecto, refusant ainsi les signes habituels de la féminité, et surtout, elle ne sourit presque jamais. Si les femmes dans notre monde sont d'abord et avant tout des choses à regarder, Jessica Jones, détective privée, regarde plutôt que d'être vue. Elle regarde sans être vue. Et celle qu'elle regarde d'abord et avant tout, c'est l'autre femme, la femme qui la hante, la femme noire qu'elle a envoyée à sa mort contre son gré,
quand elle était sous le joug de Kilgrave, cette femme et toutes les autres qu'elle veut défendre et protéger. Ces belles endormies que Kilgrave affectionne, femmes somnambules, téléguidées, dont la volonté a été retirée, des femmes poupées qu'il peut violer de toutes sortes de façons, à répétition, quand il le veut, sans scrupules, sans arrière-pensée, sans émotion, dans une parfaite neutralité. Si l'univers est masculin et si le masculin est neutre, alors le masculin, le neutre, l'universel, se retrouve ici, en la personne de Kilgrave. Le personnage de Jessica Jones a été compris comme vivant avec un syndrome de stress post-traumatique. Quand reviennent ses souvenirs de Kilgrave et avec eux la réactualisation de son emprise, Jessica Jones retourne en pensée au carrefour des rues de son enfance pour calmer l'anxiété. Elle ne trouve le sommeil qu'après avoir vidé une bouteille. Et si tout le monde dans Jessica Jones semble dépendant d'une substance, Kilgrave est le premier, accro qu'il est malgré tout à Jessica Jones, comme nous à la télésérie, celle qui s'en est sortie, qui s'est libérée de lui, ou qui du moins parvient à résister, et qu'il cherche par tous les moyens à ramener dans le rang, à gouverner. Mais elle n'y retourne pas. Peu importe la puissance dont il fait preuve, une puissance augmentée grâce à un sérum, qui n'est pas sans rappeler ce que certains consomment dans la vraie vie, des petites pilules bleues, pour s'assurer une puissance sexuelle. Et c'est bien ce qu'on parle de la télésérie, des hommes et du pouvoir, de cette relation maladive qu'entretiennent les hommes, et plus précisément les hommes blancs hétérosexuels, avec le pouvoir de façon générale, et avec celui qu'ils peuvent exercer incognito, parce qu'ils sont innombrables, parce qu'on ne les voit pas ou plus, parce qu'ils se protègent entre eux, et sur les femmes en particulier. Il s'agit donc pour les personnages de Jessica Jones de se protéger contre celui qui ne commet pas directement ces crimes. Lui qui opère par personne interposée, c'est-à-dire par la main de la victime elle-même, qui l'enjoint à se faire du mal. Lui qui ne se salit pas les mains. Lui qui, par cette faculté qu'il a de contrôler les volontés, incarne à lui seul une culture qui dit des victimes de viol qu'elles le voulaient, qu'elles l'ont cherché. Kilgrave n'est pas seulement un agresseur sexuel. Il manipule, soumet, assujettit, et toujours dans le but d'attirer à lui celle qui sait ce que ça signifie d'être dominée et violée, et qui se bat pour qu'il soit reconnu coupable. Kilgrave, l'homme élégant, blanc petit bourgeois à l'accent british, dont le nom dit 2 fois la mort, Kilgrave, la main gantée de la domination, l'incarnation du GHB, Kilgrave, le visage masculin de la gouvernementalité. La fin de Jessica Jones voit la mort de Kilgrave entre les mains de son héroïne. Alors que Trish est tombée sous son joug, Kilgrave dit à Jessica Jones, I will be raping her every day. She will be my plaything, my slave, and in her mind, she'll be dying. Donc, ce qu'il lui dit, c'est, et qu'on a un peu de mal à entendre, il dit, let's start with a smile, puis ensuite, tell me I love you. Donc, Jessica Jones obéit, prononce les mots, mais comme vous avez pu voir, en se décalant juste assez pour que ces mots soient dirigés vers Trish. C'est comme un mot de passe qu'elles ont. Elle dit, je vais dire quelque chose, Jessica Jones dit à Trish avant cet épisode, elle dit, je te dirai quelque chose que je ne dis jamais, un truc particulier, comme I love you. Donc, c'est quand en soi est intéressant. Donc, c'est à elle qu'elle le dirige. Donc, elle dirige ses mots vers Trish plutôt que vers Kilgrave, libérant Trish de l'emprise. Mais c'est un I love you qui n'est pas sans rappeler, pour moi, le vrai baiser d'amour qui est donné par Maléfique, par exemple, à la Belle au bois dormant dans le film Maléfique de Disney. C'est une réécriture évidemment de l'histoire. Attrapant alors Kilgrave par le cou, elle lui serre le commandement dont elle a été l'objet tout au long de la série, Smile, inversant ainsi les rôles, faisant apparaître celui qui a toujours réussi à se cacher, comme le chat du Cheshire d'Alice au Pays des Merveilles, et qui incarne par sa faculté à disparaître cette gouvernementalité blanche, ce pouvoir masculin apparu, disparu, qui le plus souvent passe inaperçu, non seulement parce qu'il se cache, mais parce qu'on n'arrive plus à le voir, et que Jessica Jones finit enfin par éliminer, le soulevant au bout de ses bras de façon à bien montrer son visage. Si Jessica Jones est ingouvernable, c'est qu'elle arrive à tuer le gouvernement, à tuer cette gouvernementalité-là qui se fait au moyen du viol et sur le dos des femmes. L'invisibilisation des hommes hétérosexuels, blancs, de la classe moyenne, n'est pas banale. Elle participe d'un contexte de Dieu, marqué non seulement par une impression de toute puissance ou la conviction que tout leur est dû, mais d'une force tirée du fait de pouvoir passer inaperçu. C'est ce que Kilgrave incarne. Et si l'Occident est depuis toujours, comme le suggère Rebecca Solnit, le miroir des hommes,
Si depuis toujours aussi les femmes servent à leur envoyer, comme le suggérait déjà Virginia Woolf, une image d'eux-mêmes plus grande que nature, alors il est temps, et c'est ce que suggère Jessica Jones, que ces hommes sans image soient interpellés, qu'ils soient amenés à se confronter aux images des autres. Car quand je prends toute la place, tu n'existes pas. Quand on est tout, pourquoi se différencier de soi-même? Pourquoi se mettre en péril en faisant l'expérience d'être l'autre? Pourquoi faire preuve d'empathie ou d'ouverture d'esprit? Pourquoi s'intéresser à quelqu'un d'autre qu'à soi? Et pourquoi prendre le risque que notre vision du monde ne soit pas la seule qui compte? Des pages et des pages de théorie féministe pour défendre la voix des femmes et leur représentativité, leur place dans les sphères de la politique, de l'éducation, de l'économie, de la culture. Pourtant, nous dit Jessica Jones, ce qu'il faut exiger, c'est l'apparition des hommes, leur apparition pour vrai, comme celle de l'empereur dont on dit haut et fort qu'il est dénudé. Les faire apparaître de manière à ce qu'on voit la masculinité, la blancheur, la richesse, la culture pour ce qu'elles sont. Les faire apparaître pour forcer leur identification, qui ils sont, mais aussi leur identification aux autres, à tous ces personnages dévalorisés, agressés, utilisés, usés, bannis, éliminés, parce que justement, ils sont potentiellement ingouvernables. Et qu'étant ingouvernables, ce qu'ils peuvent nous permettre de voir, c'est bien le gouvernement. Ce que nous dit Jessica Jones, c'est qu'il faut faire apparaître les hommes pour relativiser leur propre place et les faire tomber de cet endroit magique et inaccessible qui se trouve de l'autre côté du plafond de verre, cet Élysée, ce paradis du pouvoir où ils sont assis, tout seuls et bien haut, à la droite du Père.